te piquer. Bon, j'ai pas besoin de refaire encore les présentations. Je crois que tout le monde connaît nos chers panélistes. Et je vais essayer un peu de rentrer au vif du sujet direct, mais d'une façon un peu où on va essayer un peu de faire un scénario. Donc, comme ça, au moins, ça va parler un peu plus. Là, tout à l'heure, on parlait sur le ethical hacking. Donc, c'est les compétences techniques. Il y a une compétence aussi, tout ce qui est documentation, communication. Là, on est sur du forensic. Alors, pour ceux qui étaient avec nous le matin, on a fait une session, on parle un peu sur le forensic, et on a essayé de le traiter sur les 3 volets. Le volet process, méthodologie. On a expliqué un peu une des manières un peu de faire le forensic. On a fait pointer un point qui est assez important, qui est le fait que dans le forensic, il y a la préservation de l'information, parce qu'il y a un aspect aussi légal, un aspect de non-altérance de l'information sur laquelle on travaille. Il y a aussi un aspect technique, technologique, outillage, sur laquelle on a un peu pensé la partie open source et la partie qui ne l'est pas, qui est un peu plutôt des outils professionnels, et l'humain. Et on a terminé la séance du matin sur une petite question où j'avais posé un peu à nos chers 3 personnes qui étaient avec nous ce matin sur la première expérience dans le forensic, comment ils les ont vécus. Donc, tant que mon cher ami Youssef n'était pas avec nous, je poserai un peu la question et je commencerai par là. Votre première expérience forensic, là vous avez parlé tout à l'heure sur la partie pen testing. Comment vous l'avez vécu? Pour ma part, ma première investigation, c'était dans le domaine privé. C'est pas totalement, c'était en entreprise. Donc, on avait une académie EC Council, donc on faisait les certifications CEH, CHFI, donc c'était une obligation. Je détestais la partie forensique. C'était pas, moi j'aimais casser des trucs, mais pas réparer des trucs ou investiguer. Donc voilà, je détestais un peu cette partie, donc, mais par obligation pour l'entreprise, donc on était obligé de former sur du CHFI, donc j'étais obligé de lire la documentation, d'essayer de comprendre un peu comment dumper la mémoire, comment récolter des artefacts, etc. Donc ma première investigation, c'était des données qui ont été supprimées sur un disque dur. Donc tout simple, bête. Voilà, c'était juste un petit test disk. Récupérer en fait des données. Voilà. Et il y avait aussi cette timeline où en fait je devais voir à quelle heure cette donnée a été supprimée. Donc voilà. Et à quelle heure, donc on a pu regarder en fait les caméras de surveillance de la boîte en interne, parce qu'il y avait des caméras qui étaient dans les locaux. Donc on a su que c'était quelqu'un de la boîte qui avait pris le disque dur, qui l'avait branché sur la machine et a supprimé ces données. Merci beaucoup. Après, le scénario, c'est que si on est un nouveau étudiant, on prend un peu l'exemple d'un étudiant qui veut percer dans ce domaine-là de forensique, comment il doit commencer? Parce que tout à l'heure, on a parlé un peu sur un niveau, on a 4 experts qui sont dans un certain niveau. Mais là, je suis un débutant. J'ai déjà fait du CEH, je connais un peu le CTEF, j'ai fait un peu des tests, mais je veux percer dans le domaine purement forensique. Comment je peux démarrer, Clément? Je pense que tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, voire même 1 an en arrière. J'aurais d'emblée et j'aurais surtout dit qu'il faut faire des CTF, qu'il faut faire des labs. Mais maintenant, aujourd'hui, mon approche elle est totalement différente. Je dirais qu'il faut au moins lire, je dis bien au moins lire un rapport par semaine qui peut venir de CERT. Et il y en a vraiment de très bons dans le monde. J'en cite 2 qui font vraiment un travail assez remarquable que je suis. C'est le CERT de la Nouvelle-Zélande et le CERT français qui vont un peu revenir sur des cyberattaques. Et moi, j'ai une Bible, et ça, c'est vraiment ma e-Bible numérique. C'est un projet, c'est assez génial. Eux, ils vont venir prendre toutes les cyberattaques, tous les ransomware, tout vraiment les APT, et te les expliquer. Et au travers de ça, tu vas voir vraiment la méthodologie, comment ils ont, aussi bien en termes d'outils, aussi bien en termes de process, aussi bien en termes un peu de pensée, comment ils vont faire. Et quand tu es vraiment débutant, commencez à lire ça, même si au début, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de choses que tu ne
prendras pas en compte. Petit à petit, tu vas commencer à le faire, ce qui fait que lorsque tu vas rentrer maintenant vraiment dans ces fameux labs, aujourd'hui des labs comme ça, il y en a vraiment une centaine, aussi bien sur TryHackMe, sur OutMe, sur HTB, qui sont vraiment différentes plateformes. Tu vas pouvoir, à mon sens, un peu mieux comprendre ce que tu as pu lire et surtout aller directement ce vers quoi on te demande. En tout cas, voilà ma recommandation que je donne aujourd'hui. Donc si on était un an avant, ça va être du pur technique. Ouais, du pur technique. C'est la compétence technique. Là, c'est la compétence logique. Donc pouvoir savoir un peu une méthodologie pour pouvoir faire du forensique. Adama, vous êtes d'accord un peu sur ce changement? Oui, effectivement, je suis d'accord par rapport à ce qu'il a dit, parce que même ce qu'il a dit, moi-même, je l'ai découvert tardivement, etc. Parce que, comme il a dit, moi-même, je dirais tout de suite, bon, va sur, par exemple, TryHackMe, et puis tu commences, ou bien, voilà, tu verras. Mais ça veut dire que la logique, tout commence par la théorie, la partie théorique, et puis vient la pratique. Maintenant, si tu sais là où tu vas, et après tu demandes comment y aller, et je crois que c'est la meilleure. Et en 2 mots, c'est ce qu'il a démontré tout à l'heure. Et ce qui est rigolo, c'est que si je fais un peu la liaison avec la discussion tout à l'heure, même moi, quand j'ai commencé dans le fin des années 90, un peu de hacking, comme tout le monde, pas dans la partie la plus honorable. Et c'était un peu à l'époque avec le MIRC. C'était que des fichiers texte sur le MIRC, qui est un peu l'ancêtre du chat à l'époque. IRC, ouais. Ah ouais, exactement. Donc c'est que on l'utilisait, mais on l'utilisait d'une façon qui n'est pas forcément éthique. On se documentait et notre objectif c'était purement technique et essayer de casser. C'est tout ce qu'on veut, c'est casser. Là, comme vous l'avez mentionné, c'est que là on est en train de parler sur le fait de pouvoir corriger, restituer, préserver l'information et de pouvoir la documenter avec une certaine méthodologie pour la présenter à la fin, parce que si on part sur le forensique juridique, là on va le présenter à un juge. Donc Jean-Pierre, est-ce que pour quelqu'un qui a un background technique, qui veut percer dans le domaine forensique juridique, ça va être quoi les premières choses qu'il doit apprendre? Alors, un peu comme l'a dit Clément tout à l'heure, tu as la partie technique, mais en fait, c'est un des volets. Donc, en plus de cette partie technique, il va falloir t'intéresser, Youssef en a parlé également, à tout ce qui est réglementaire, à tout ce qui est texte législatif, parce que tu vas en avoir besoin pour amener tes éléments techniques, les transposer dans un langage qui va être compréhensible par tout le monde. Tu vas avoir besoin de cette partie juridique. Et puis après, il y a un point qu'on a abordé, tu l'as abordé également, mais on n'en a pas encore trop parlé, c'est l'humain. Parce que il faut être à un carrefour de compétences, où tu as du technique, tu as du réglementaire, du juridique, mais tu vas avoir de l'humain, et donc forcément, une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le volet psychologique. Dans les attaques, il y a un volet psychologique, que ce soit pour les victimes, comme pour l'attaquant, pour essayer de comprendre sa méthode de raisonnement, parce que si tu veux faire de la défense, il faut qu'à un moment donné, tu aies compris comment l'attaquant, lui, raisonne, et tu vas essayer de te calquer sur son raisonnement c'est un peu comme un jeu d'échecs. Donc tu vas, si l'attaquant avance des pièces dans une certaine manière, toi, tu vas essayer, comme aux échecs, d'avoir réfléchi sur 1 ou 2 coups d'avance, et comment tu vas pouvoir le contrer. C'est ce que tu expliquais avec la lutte contre les menaces, quoi. Donc, là, on est tous d'accord qu'il y a une méthodologie plus que la technique. Si je prends un peu ce qu'on avait discuté ce matin, qui est un peu le process où il y a identification, préserver l'information et analyser. C'est un peu l'analyse où on est sur la partie technique. Après, il faut documenter. Donc, il y a aussi un esprit documentaire selon un peu l'audience qu'on a devant nous. D'accord ? Donc, si je reviens un peu sur ce acheminement, si je comprends bien, c'est qu'il faut déjà savoir, techniquement parlant, justifier que les données ne sont pas altérées et qu'il y a une intégrité dessus. C'est
type de formation qu'il faut avoir. Parce que là, à la rigueur, si on dit, bon, tout à l'heure on parle sur le hashing, mais je parle en termes d'outillage solide pour pouvoir démontrer que les informations ne sont pas altérées. Juste avant, je vais sur le côté un peu analyse et forensique, les deux vont vraiment de pair. On n'en a pas parlé, mais moi, en tout cas, ça me donne un peu l'occasion de le faire parce qu'aujourd'hui, c'est éminemment important, surtout quand on est sur des cas quand même qui sont assez critiques où il faut aller très vite. Tu le disais un peu tout à l'heure, comprendre un peu, tu vois, cette petite partie d'échec, cette petite partie un peu de ping-pong. Ça, de manière générale, c'est un peu ce qu'on va appeler la CTI. Et à mon sens, aujourd'hui, quand vous êtes une boîte, quand tu es une banque, quand tu es un gouvernement, un ministère, tu ne fais pas de CTI, ça veut dire qu'en 2024, tu n'as rien compris. Repose-toi les bonnes questions. Alors, Clément, pour l'audience, c'est quoi le CIA? La CTI, c'est pour la Cyber Threat Intelligence. Donc, pour faire simple, c'est un peu le renseignement de la menace, mais le renseignement de la menace à 3 niveaux. Donc, au niveau un peu étatique, géopolitique. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque des gouvernements prennent des décisions, lorsqu'il y a des choses qui vont se passer, derrière, il va y avoir forcément des cyberattaques, soit ciblées sur des entreprises, soit sur un cœur de métier. On fait aussi après de la menace, qu'elle soit purement technique, pour comprendre un peu aujourd'hui, j'en parlais très rapidement ce matin, lorsque je prenais un peu le parallèle avec la Russie et Wagner, on a exactement la même chose qui se passe un peu dans le cyberespace, avec des États qui vont sponsoriser des groupes de hackers, mais là on va plutôt les appeler des APT pour des Advanced Persistent Threats, où eux, leur but, ils vont avoir énormément de temps, d'argent et de moyens pour faire différentes missions. Pour la petite parenthèse, là, si certains d'entre vous ont suivi ou pas, il s'est passé un épisode très intéressant avec la faille XZ. XZ derrière, qui vient un peu, qui est un projet open source qui est présent dans énormément de distributions. Et en fait, cette histoire-là, j'en ai comme ça beaucoup, mais cette histoire-là, elle est totalement loufoque parce que ça démontre que derrière, on a bel et bien un État qui a sponsorisé un groupe, qui avait surtout du temps et de l'argent. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que le nom de la personne, qui a en tout cas une consonance, une résonance sinophile, après coup, c'est pas du tout comme on voulait un peu pointer. Donc venir faire un peu connaître l'environnement, connaître un peu là-dessus. Et le troisième niveau, c'est de savoir par rapport à un secteur d'activité. Donc là, ça nous ramène un peu aussi par rapport aux différents partages des IOC, donc des indicateurs de compromission, qui sont encore une fois énormément importants lors de la forensique, que ce soit proactif, surtout aussi en prévention. On imagine que demain, ici au Maroc, il y a des entreprises dans le secteur bancaire, encore dans la finance, ou même aussi dans l'agroalimentaire qui commencent à se faire attaquer. Si 1, 2, 3 entreprises se font attaquer et qu'elles ne partagent pas leurs différents indicateurs de compromission, ça veut dire que l'opération pourra un peu continuer. Et en partageant les indicateurs de compromission, très rapidement, ce threat hunting-là, cette recherche de menaces, voire même de forensique, pourra aller beaucoup plus rapidement. Et donc là, on revient un peu, donc aussi bien CTI et forensique, qui pour moi sont extrêmement liés, et surtout comprendre un peu l'environnement, comprendre un peu le groupe auquel on va avoir affaire, aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a aussi question de collaboration. Il doit avoir le sens de collaboration, de partage, etc. Si je reviens sur la partie compétences, j'ai un jeune, il veut faire du forensique, donc on a dit, il doit connaître la méthodologie, lire les rapports de résultats, etc. Mais est-ce qu'il y a des certifications qu'il faut passer, à part la certification légale quand on veut faire du forensique juridique? Certification professionnelle, vous avez parlé tout à l'heure sur CVFI. Donc, je donne toujours des cours de forensique aux gendarmes, à la police, à l'armée. Donc, souvent, je retourne à la documentation. Donc, la majeure partie des certifications que nous, en Afrique de l'Ouest, on utilise, on fait beaucoup, c'est la partie CHFI. Mais il y a de très, très bons contenus sur Internet. Donc, voilà, j'ai énuméré quelques-uns. Donc, on a CHFI, on a les certifications de SANS. Bon, c'est coûteux, c'est hyper cher, 8 000, 10 000 $, mais c'est des belles certifications. Donc, on a bas de gamme, mais un bon contenu, c'est TCM Security Academy. Je sais pas, c'est 29 $. Donc, on a un cours sur tout ce qui est Windows Forensics, Linux Forensics.
Donc après, vous pouvez faire du network forensic, etc. Donc c'est qu'avec des outils quand même open source, qui ne sont pas des outils tels que Magnet Axiom, Celebrite, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe en Afrique de l'Ouest surtout, c'est la majeure partie des éditeurs refusent maintenant de vendre en fait des produits tels que Celebrite. Ils ne se vendent plus en Afrique. Ils ont refusé de vendre les licences. Donc aujourd'hui, les cybergendarmes, ils ont du mal à utiliser des outils open source sur l'extraction parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques. Donc ce n'est pas des personnes qui sont informaticiens à la base, c'est des militaires, c'est des gendarmes. Donc ils ont besoin d'outils automatisés, une interface graphique. Donc vous n'allez pas les donner à taper du volatility -F, à dumper la mémoire. Donc ils veulent juste une interface où clique dumper la mémoire, récupérer les artefacts, etc. Donc aujourd'hui, on a ce problème-là. Et là, pour vraiment, moi, si je conseille à un petit frère sur du forensic à avoir un bon contenu, c'est TCM, Security Academy. Donc après ça, on a le blog qui est assez intéressant. C'est un blog français qui s'appelle zitom.fr. Donc je suivais beaucoup. Zitom, Z-I-T-H-O-M. C'est un expert judiciaire. Voilà. Et vous avez des channels YouTube tels que 13 Qubit qui sont excellents. Donc, il y a pas mal de vidéos. Moi, j'ai acheté les cours, les certifications de 13 Qubit. Mais ils sont excellents. Donc, et les certifications de Sense. Donc, pour vraiment débuter. Maintenant, chaque éditeur aussi a ses propres certifications. Tu vas aller sur du Magnet Axiom, ils ont des certifications. Sur du Oxygène, ils ont des certifications, X-Ways, etc. Donc, aujourd'hui, c'est de maîtriser d'abord les basiques, c'est-à-dire comprendre c'est quoi un disque dur, comprendre où se stocke la donnée, comprendre c'est quoi une RAM, elle est volatile, comment dumper la RAM, comprendre les process, c'est quoi un processus, comment ça se crée, etc. Donc voilà, comment dumper ce processus, comprendre le registre, etc. Quand je supprime le fichier, c'est quoi un USN, c'est quoi un journal d'USN, c'est quoi un fichier prefetch file, etc. Donc toutes ces basiques-là, TCM Academy vous offre ça. Et c'est pas cher, $29. Et pour les gars amateurs du dark, vous pouvez trouver ça dans le dark. Non, ce qui est rigolo, ça me rappelle un peu aussi le début, c'est qu'au moment où je faisais un peu du hacking à l'époque, c'est que l'une des premières choses que j'avais fait, c'est que je suis revenu sur les bases, c'est apprendre par cœur les entêtes IP. Toutes les entêtes de IP, TCP et compagnie, je les apprenais par cœur parce qu'on voit que le hexadécimal à la fin. Et si on oublie qu'il y a cette technicité qu'il faut avoir en back, on ne peut pas juste jumper et dire ok, on est bon en hacking. Et il y a une base, et c'est un peu ce qui fait, je peux dire un peu faux, sur quelquefois les formations que je vois, c'est qu'on oublie qu'il y a des bases, qu'il faut apprendre et qu'on veut juste sauter, comme vous l'avez mentionné Adama, c'est qu'on veut juste pirater pour récupérer le contrôle sur un téléphone ou autre. Donc c'est assez compliqué à ce moment-là. Par contre, pour la partie, si je jump un peu à Adama, en termes d'outillage, est-ce que c'est simple d'avoir l'accès sur ces outils-là et avoir de la formation dessus? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé un peu sur plein d'outils open source. Je prends principalement pour l'instant parce qu'on est en train de dire la personne, il vient de faire un peu son CEH, quelques CCISP ou autre, il veut faire du forensic, donc il n'a pas encore le... Bon, à part s'il trouve un bunter, qu'il trouve une faille qui lui ramène quelques milliers de dollars où il peut acheter du matériel, qu'est-ce qu'il peut avoir? Qu'est-ce qu'il peut avoir en matière comme outil et formation sur l'outil de forensic? Déjà, au cours de la formation, tel que Youssef l'a dit, il y a des labs. Et sur les scénarios, etc., les outils, il y a les outils qui sont utilisés. Dans chaque formation, il y a toujours des labs. Bon, maintenant, au cours de lab, l'outil qui a été présenté dans la formation, est-ce que c'est open source ou bien propriétaire? Déjà, quand c'est propriétaire, vous limitez tout de suite l'apprenant. vous limitez tout de suite l'apprenant. Et quand c'est open source ou bien, même où il peut partager, etc., même si c'est propriétaire, les clés, etc., bon, voilà. Bon, maintenant, puisque l'apprenant, au cours de la formation, si il a été formé sur un outil propriétaire, et à la fin de la formation,
il est incapable d'acquérir cet outil, il sera limité. Et à moins qu'il y a une boîte qui le recrute et qui utilise cet outil. C'est ce que je voulais dire, c'est que ce matin, Adama nous a expliqué aussi, quand j'ai demandé un peu ses premiers débuts en forensique, c'est qu'il a commencé par apprendre tout ce qui est open source, gratuit. Il a eu une mission chez un client, sauf que le client, au moment où il a commencé à utiliser les open source, il a dit non, attends, pourquoi tu utilises ça? Il y a déjà un outil professionnel qu'on a déjà, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc c'était une entrée. Donc imaginons qu'aujourd'hui on est sur ce niveau-là. Donc la personne, il a déjà appris l'open source, il a fait de la formation, il a regardé tous ces documents-là, il a arrivé à un certain niveau de maturité, et là il rentre dans une mission où il a des outils professionnels. Jean-Pierre, il a le droit d'utiliser ces outils directement, il doit se former, ou il doit être certifié pour les toucher. Tu peux les utiliser facilement, mais ces outils-là, ils demandent quand même du practice, quoi. Si tu n'as jamais pratiqué, ils ne sont pas très didactiques pour que tu apprennes comme ça à pouvoir les utiliser. Donc il faut de la pratique. Après, moi, ce que je trouve dommageable, c'est qu'il n'y a pas de formation universitaire en forensique. En France, il doit exister 2 masters, un à l'université de technologie de Troyes et un autre à Montpellier, qui font vraiment du forensique dédié lutte cyber, cybercriminalité, etc. Donc ça, je pense que c'est des formations qui, dans notre monde actuel, doivent impérativement être mises en place. Après, pour ces formations-là, parce que je peux comprendre que l'université, peut-être que ces outils professionnels, il n'y a pas une version académique, ils ne peuvent pas le donner à l'académie. Par contre, on a parlé tout à l'heure qu'il n'y a pas que la technique, il y a la méthodologie, il y a l'état d'esprit, il y a l'état d'esprit aussi des scénaristes, il y a pas mal de choses qu'on peut former au-delà de l'aspect purement technique et outils et matériel qui est assez cher et, comme je dis, il y a une propriété dessus. Pourquoi on n'a pas cette partie-là? Juste la partie, oublions la partie purement outils techniques, juste le reste. Et le reste, c'est 80%, comme tu l'as mentionné, Clément. 80%, ce n'est pas la technique. C'est cette partie-là, communication, documentation, analyse, état d'esprit, plein de choses. Ça, par contre, on peut le former. On n'a pas besoin d'investir en termes matériels pour le faire. Pourquoi on ne l'a pas? Quand tu vas aller sur un master forensique, à mon sens, si tu prévois un programme de cours sur un master forensique, tu ne vas pas faire que du cours sur les outils. Les outils, c'est un outil. Il y a toute la phase réflexion, rédaction des rapports, comment tu vas les amener. Il te faut de la gouvernance aussi, hein, Clément, tu en as parlé. À un moment donné, tu vas être obligé de t'élever et te mettre un peu au-dessus de la mêlée. Pour comprendre un peu les enjeux. Donc tu as dit, Clément, il y a une partie géopolitique. Il faut savoir que des pays comme la Corée du Nord, ils ont des hackers gouvernementaux qui vont rapatrier de l'argent sur la Corée du Nord. Tu vas avoir tout ce qui est les hackers russes qui sont intervenus là il n'y a pas longtemps et dont on a peur pour les Jeux Olympiques. Leurs enjeux ne sont pas que le pécunier. Donc tout ça, c'est une réflexion, il faut prendre une réflexion générale, et après, il y a différents métiers dans le forensique qui vont du pentester, celui qui va faire de la recherche plus de preuves, celui qui va faire un petit peu plus d'analyse. Il n'y a pas un métier du forensique. C'est comme en informatique, des métiers du forensique. Donc ça, par exemple, tu vois, les masters SSI, tu vas en trouver beaucoup. Mais des formations universitaires. Et au départ, le forensique, tout le monde voyait ça comme quelque chose de niveau bac plus 5. Même la cyber, c'était bac plus 5. Mais maintenant, il y a une pénurie de talents. Et comme tu l'as dit, il y a une répartition des tâches dans la cyber. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une compétence en bac plus 5 pour certaines tâches. Donc, il faut former des gens à des niveaux moindres. Nous, on forme des bachelors à bac plus 3 pour être chef de SOC, par exemple. Eh bien, ils n'ont pas la même formation que vont avoir les RSSI et le SSI. Mais pour leur volet de ce qu'ils ont comme tâche à exécuter, ça suffit largement. Et ces gens-là,
ben, ils seront passés par de la technique, ils auront bien compris la technique, ils auront bien compris le fonctionnement d'un SOC, etc. Ben, peut-être, dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront mûrs pour être RSSI et prendre plus de hauteur et gérer ça plus en gouvernance. Après, Clément, tout à l'heure, tu avais dit un truc qui m'a vraiment intéressé, c'était la méthodologie, la manière, l'état d'esprit qu'on parlait sur le hacking. En disant aussi, j'ai pas une méthodologie pour faire du bug bountying, je pourrais jamais avoir des bugs à la fin parce qu'il y a une logique. Cette logique, elle est personnelle. Je prends un peu la logique parce que forcément, tu as une logique aussi pour Forensic. Donc, est-ce que c'est une logique qui est standard? C'est quelque chose que tu as particulièrement? Est-ce que quelque chose qui peut être dans des formations? Parce que là, on part sur les formations. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être, je ne dirais pas forcément standardisées, mais avoir de la matière dessus pour former les gens dessus? Parce que c'est important, la méthodologie. Je déplore et je regrette une chose, aussi bien dans les formations telles qu'on peut les retrouver ici sur le continent en Afrique, pareil aussi en Europe. Je donnais encore des cours, aujourd'hui je ne donne plus, aujourd'hui je donne plutôt des masterclass parce que j'ai pas le temps et les masterclass on va directement là-dessus. Je déplore une chose, c'est qu'on n'apprenne pas les soft skills, vraiment tout ce qui n'est pas technique, à nos étudiants, à ces futurs ingénieurs et aussi hommes comme femmes qui vont prendre demain des postes à responsabilité ou venir un peu défendre une nation, un pays, un gouvernement, une entreprise, que sais-je d'autre. Et ça, c'est tellement important. Moi, mes dépens, mais bon, heureusement que j'ai un peu rattrapé le coup, j'espère. J'ai appris une chose ces 5 dernières années, mais qui m'ont fait, je pense, gagner 10-15 ans. C'est de savoir prendre des notes. Si j'avais un seul conseil à donner aujourd'hui ici au MATAC, hein, on s'en fout de la technique. Sachez prendre des notes. Je mets au défi d'ailleurs ici beaucoup de personnes qui pensent savoir réellement prendre des notes. Structuré. Mais quand je dis savoir prendre réellement des notes, qui pensent réellement ici, dans la salle, prendre des notes? C'est pas du tout une question piège, hein, loin de là. Non, qui sait prendre des notes de manière générale? Dans sa vie personnelle, professionnelle, de manière générale. Qui sait réellement prendre des notes? Eh bien, levez la main, n'ayez pas peur. Ok, je prends comme ça au hasard. Est-ce que tu veux juste venir? Oui, tu peux venir. En fait, on va juste faire un petit test. Quel est ton prénom? C'est Fatim Zahra. Excuse-moi? Fatim Zahra. Fatim, bienvenue. Ok, quand tu prends tes notes, tu les prends sur quel support? Un cahier ou bien Ok, un cahier, quoi d'autre? un stylo. Je préfère écrire avec un stylo. Je n'ai pas utilisé des notes avec PC ou bien. Ok, donc ça veut dire aujourd'hui que toutes tes notes, elles sont vraiment dans un cahier ou dans plusieurs cahiers? Ouais. C'est vraiment ton seul support aujourd'hui pour prendre des notes. Je suis vraiment très désolé de te dire, c'est que tu ne sais pas prendre des notes. Je vais vous dire pourquoi. Tu penses savoir prendre des notes et pourtant, ça veut dire que, tu vois, 6 mois après, 3 mois après, voire même 3 semaines après, ce que tu as pu entendre ici, ce que tu as pu faire, par exemple, cette semaine ou la semaine d'après, si tu veux venir rechercher dedans et capitaliser, ça va te donner beaucoup plus de temps. Donc ça veut dire que déjà, tu sais pas du tout prendre des notes. Même moi, je pensais savoir prendre des notes. Bah, merci beaucoup, tu peux retourner à ta place. Moi, je pensais savoir prendre des notes et pourtant, je ne savais pas. La plupart du temps, quand on va prendre des notes, on va les éclater dans des fichiers texte, dans des fichiers doc, dans des docs, dans des Excel, ici et là. Et quand parfois, il nous arrive déjà de refaire, si on parle un peu sur le côté technique, forensique d'ailleurs, vu que c'est un peu le thème, mais aussi un peu au-delà de faire un peu du pentest, de dire, bah tiens, quelle était un peu la ligne de commande ou quelle était un peu la méthodologie? On se dit, bah oui, mais ça je l'avais vu, mais je ne l'ai pas noté. À ce moment-là, on fait quoi? Je vous mets au défi, tout le monde va dire, bah oui, on repasse notre temps à aller sur Google, à chercher pendant 1, 2, 3 heures. On est tellement content d'avoir trouvé l'information qu'on ne prend surtout pas à ce moment-là de capitaliser, de dire exactement ce qui se fait. Et toutes les personnes ici, hein, c'est pour ça que cette question-là, je la pose souvent, qui sait prendre des notes? Et finalement, les gens se rendent compte qu'ils ne savent pas prendre des notes. Prendre des notes, ça veut dire capitaliser là-dessus. Prendre des notes, ça veut dire que votre vous, dans 1 semaine, dans 2 semaines, il doit être aussi efficace, je dirais même efficient, que votre vous aujourd'hui. Ça veut dire que l'information sur laquelle vous avez déjà travaillé, pour moi, j'estime que l'on commence à prendre des notes quand on sait qu'on va faire au moins 4 ou 5 autres fois la même tâche ou la même
le même article, on va le rédiger. Si vous ne le faites pas, vous ne savez pas prendre des notes. Vous avez juste de l'information. Mais l'information, sans qu'elle soit capitalisée, sans qu'elle soit arrangée, sans que votre vous ne puisse pas du tout venir la retrouver facilement et aller au but, ça ne sert absolument à rien. Je pourrais un peu continuer comme ça pendant longtemps, mais je vais m'arrêter là. Après, il y a un point qui est assez intéressant par rapport aux soft skills, comme vous l'avez mentionné, forensique ou pas, c'est que, pareil, je croyais que je prenais des notes jusqu'à, par exemple, qu'un jour, je commence à faire du mind mapping. Pas que prendre des notes. Il faut connecter. Si on ne connecte pas les idées sur un bout de papier ou un ordinateur ou n'importe, mais au moins que ça soit connecté, le cerveau, il arrive à capter plus. Donc oui, c'est un peu important aussi, les soft skills. Et si je reviens un peu sur la partie forensique, comment on peut... alors, je poserai cette question. Donc, tu l'as posée, je la poserai. Quelle est la meilleure manière de prendre des notes et de faire un peu cette structure quand on est en train de faire un rapport documentaire sur un forensique? Deux choses pour le faire. Déjà, il y a aussi un peu cette vélocité qu'on a eu à prendre pendant des mois, pendant des années, sur laquelle on va capitaliser. Et puis après aussi, aujourd'hui, il y a un peu des standards lorsqu'on qu'on va un peu intervenir dans la police, dans la gendarmerie, ou pour certaines, il y a vraiment des structures qui vont être recevables beaucoup plus facilement. Donc on peut déjà avoir ce qu'on appelle différents templates, différents modèles qui vont nous permettre d'aller un peu plus rapidement. Et puis après, j'aimerais un peu dire que ça dépend forcément de la personne. Par exemple, moi, ma logique, ce sera pas du tout ta logique, ce sera pas celle de Jean-Pierre, pas du tout celle d'Adama, de Youssef et aussi la tienne. Tu vas aussi un peu avoir une manière de penser, mais ça pour le faire, il faut déjà un peu prendre beaucoup de recul, voir un peu voilà comment toi-même tu réfléchis, comment ensuite tu redescends une information. Par exemple ici, ce que j'aurais un peu écouté à Matek, ce sera pas du tout la même chose, pas du tout la même perception que Jean-Pierre. Et pourtant moi j'ai une perception qui lui est différente de la sienne. Donc il y a ça aussi qui va venir un peu au-delà des différentes manières. Et une fois que tu as ça, mais je peux vraiment t'assurer que tu vas être beaucoup plus efficient. Je dis bien efficient et pas du tout efficace, quoi. Après, au niveau juridique, Jean-Pierre, c'est qu'il y a des formats bien précis pour la documentation, que par exemple, si on veut faire une formation forensique, il faut un peu qu'on fait apprendre aussi, quand on arrive au niveau méthodologie de l'aspect documentation, on a en face de nous quelquefois un juge, quelquefois d'autres instances, la formation, il ne devait pas être la même. Est-ce qu'il y a des formats? Oui, nous, les compagnies d'experts, déjà, t'obligent, pour renouveler ton agrément, tu es obligé de suivre une formation continue. Et dans cette formation continue, on va t'inculquer du juridique, la façon de rédiger les rapports, parce que là, ce matin, on a parlé du forensique. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais tu as le forensique au pénal et le forensique au civil. Et par exemple, au civil, tu as des règles, le contradictoire, etc., qui sont différentes du pénal. Donc il faut encore que tu t'adaptes par rapport au contexte dans lequel tu vas travailler. Après, tu as des ouvrages quand même qui te permettent de te documenter, il faut que tu connaisses les codes aussi. Par exemple, il y a un code, je ne sais pas si vous l'avez vu, le code de la cybersécurité, qui est sorti en 2022 en France et dont vient de sortir la 2e édition. Ça, c'est un ouvrage que tu dois avoir sous le coude, quoi. Quand Clément parlait des notes, moi j'utilise beaucoup le PDF indexé aussi, pour aller retrouver facilement avec des moteurs de recherche du PDF, je vais aller retrouver une note que j'ai peut-être vue, comme disait Clément, dans mon cerveau, elle va dire « Ah oui, je l'ai vu ça », mais comme tu disais, je l'ai vu quand, il y a combien de temps, etc. Le PDF indexé, par exemple, ça va me permettre de retrouver avec des mots-clés rapidement la documentation. Après, pour les rapports, tu as des canevas de rapports et tu te mets en place des protocoles. C'est-à-dire que moi, j'ai un cheminement. Quand j'analyse, je parle un petit système du style un disque dur, j'ai un cheminement intellectuel qui est défini sur une sorte de canevas, de guidane, et je vais toujours utiliser les mêmes choses. Je vais par exemple commencer par aller voir dans les bases de registres une clé qui s'appelle les énumes, parce qu'à l'intérieur, je sais qu'il va y avoir les traces des clés USB, des téléphones, de tous les appareils qui ont été connectés sur ce support-là. Après, je travaille en entonnoir, je pars du général pour aller vers le particulier. Et à la fin, je vais regarder l'ordonnance de commission d'experts qui m'a été fournie, parce que je travaille pour les juges, mais tu travailles aussi régulièrement pour les officiers de police judiciaire.
Donc les officiers de police judiciaire, ils vont me poser à la fin des questions précises. Ben, je vais essayer de répondre précisément à chacune de leurs requêtes. Et sur la partie civile, donc c'est un peu la partie juridique, sur la partie civile, est-ce que on a aussi des templates, des modèles, des façons de faire un peu de la documentation sur ce volet-là, Adama? Ou c'est chaque consultant, il a sa manière de documenter, son niveau de détail, comme tu l'as mentionné Youssef tout à l'heure, je reviens un peu sur ce point-là. Forcément, il y a un template, un modèle sur lequel généralement on se base. Tu vois ce que font les aînés, ou, par exemple au cours de la formation, et après au niveau du rapport, tu vois le template, le modèle, etc. Et à chaque fois quand tu fais le forensique, que tu dois faire le rapport, tu suis le template là. Bon, maintenant, tu as un modèle, un template, et à chaque fois que tu veux faire un rapport, tu suis ça. Maintenant, si les choses évoluent, toi aussi, tu te bases en fonction de ça. Quel est le template que telle compagnie utilise de formation, etc. Tu lis ça et tu lis aussi son concurrent, tu vois, et après, tu fais la synthèse pour voir le modèle sur lequel tu te bases pour rédiger ton... D'accord. Après, Youssef, tout à l'heure, vous avez parlé sur CHFI. Est-ce que c'est un contenu qui est purement technique? Il y a de la méthodologie dedans? Est-ce qu'il y a aussi la partie documentation, quelques outils d'aide à la documentation? Même à la fin de toute la documentation, quand on termine un forensique, il y a une présentation à faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on présente ces informations-là. C'est juste pas le fait de faire un document et le balancer. Non, il faut présenter avec le bon wording, de la manière, selon un peu l'audience qu'on a devant nous. Est-ce que dans ces certifications, ils sont plutôt limités sur un volet, ou il arrive un peu à voir tout ça? Bon, il y a cette partie de documentation. Maintenant, on voit plusieurs types de rapports. L'essentiel dans un rapport, c'est d'avoir la chronologie des événements, c'est d'avoir tout ce qui est time zone, déjà sur la partie machine, et de gérer l'intégrité en fait de ton support derrière. Donc si aujourd'hui... derrière, l'investigateur, par exemple, va sur une machine à chaud, essayer de taper des commandes, récupérer des informations. Là, il est en train de toucher à l'intégrité de la machine. Et moi, la majeure partie des investigations qui se font en privé, parce que j'ai l'habitude un peu d'être avec beaucoup de gendarmes, donc eux, ils ont leur méthodologie à eux du côté pénal. Donc nous, côté civil, on a notre méthodologie. On fournit des rapports, la majeure partie en VAC non structurés. Mais il y a toujours cette partie où en fait il y a la partie timing. Donc on a fait cette acquisition à telle heure. On a vu que en fait cette machine a été infectée. Le logiciel malveillant s'est exécuté à telle heure. Donc il a récupéré des fichiers, il a dumpé la mémoire, il a récupéré les mots de passe du browser, etc., etc. Donc tout ça, vous le fournissez dans le rapport. Donc corrigez. Déjà à la base, c'est que vous faites une copie bit à bit, la majeure partie, si ce n'est pas un disque énorme, avec des bloqueurs en écriture. Donc vous récupérez le disque, cette copie, vous hachez le disque pour avoir le hash, et voilà, derrière en fait la majeure partie vous copiez ça en 2 ou 3 fois, donc vous avez 3 copies de la même source. Donc vous travaillez sur une source, c'est pour récupérer des artefacts, pas mal de choses. Donc je me dis, la majeure partie, on utilise différents types de rapports. Clément a l'habitude, il n'a pas parlé de Obsidian. Donc c'est un champion d'Obsidian. Donc il prend ses notes d'Obsidian. C'est à cause de lui que j'utilise même Obsidian. Je suis devenu accro. Parce qu'en fait, on voit que le cerveau, tous les 21 jours, on oublie. C'est le forgetting curve. Donc à chaque fois, donc aujourd'hui par exemple, imagine, moi je fais du Cisco, je fais beaucoup de Linux, de l'investigation, du pentest, du cloud, etc. J'ai énormément de commandes en tête. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. Ah, j'ai oublié cette syntaxe, je tape Google. Et Google, parfois, il est hyper lent. Donc, chercher des forums, regarder des trucs. Bon, heureusement, maintenant, on a ChatGPT qui nous facilite un peu les choses, et Copilot. Mais Obsidian, vous faites un CTRL-Q,
rapidement, vous tapez la commande, vous êtes face à un Active Directory, vous voulez faire un empoisonnement LMNR, etc. Vous tapez LMNR, bam, il vous sort la syntaxe, bam, vous responder -i, ETH0, etc. Donc rapidement, vous avez votre commande prêt à l'emploi, voilà. Ce qui fait au-delà, je reviens à Clément pour nous donner un petit mot sur ça, mais ça veut dire qu'en gros, à part la boîte à outils que vous avez pour le forensic, vous avez votre propre boîte à outils pour tout ce qui est memory, pour tout ce qui est indexation, recherche, etc. Si on oublie cette boîte à outils-là, ça va être super long et nous sur quelquefois sur du real time, surtout que ce matin on avait parlé sur que le forensic il peut être sur des données offline, ça veut dire que là on est déconnecté, on va faire juste une copie, c'est tranquille, mais par contre quelquefois on a aussi des missions sur du live data, c'est sur un aéroport qui est en cours d'utilisation, je peux pas arrêter l'aéroport, les avions ils sont là, je peux rien faire et là c'est le temps réel et la rapidité est très important, donc il faut quand même garder une boîte à outils personnelle pour tous les outils, toute la manière, la méthodologie, les prises de notes, etc. Donc, un petit mot sur notre cher outil. Aujourd'hui, ce qui fait peut-être la différence avec beaucoup, c'est que je dirais pas que je suis bon. D'ailleurs, en fait, je suis pas du tout bon. Je suis juste beaucoup plus je dis bien efficient que les autres. Voilà, tout simplement parce qu'il y a eu un peu cette prise de conscience-là et tout un tas vraiment de soft skills, une fois de plus, vraiment des choses qui ne sont pas du domaine du technique, vraiment un outillage qui lui est très personnel, qui va nous permettre avec Youssef, vu qu'on fait pas mal de choses avec Youssef, quand on arrive pour faire du forensic, quand on arrive pour faire du red teaming, quand on arrive pour faire pas mal de choses, assez rapidement, on va être beaucoup plus efficient que d'autres qui vont encore refaire les mêmes choses encore et encore. Prendre le temps de capitaliser, mais je pense que les gens ne prennent pas encore la conscience à quel point ça peut être hyper puissant. Tout à fait. Entre efficacité et efficience, il y a un grand gap. Et c'est un peu ça l'expérience aussi, hein. C'est à force à mesure de prendre l'expérience. Donc là, je reviens un peu sur mon exemple. Donc je suis un nouveau, je fais un petit peu de CTF, je fais un peu de ethical hacking, je fais du CEH ou autre. Je commence un peu à apprendre les open source, les outils open source. J'essaie un peu de comprendre aussi la méthodologie, la logique derrière. Tout ça, c'est bien. Je commence à grandir un peu, à avoir de l'expérience. Je prends ma première expérience sur un terrain open source jusqu'à le jour où j'aurai la chance d'utiliser un outil professionnel. Je me forme dessus, je commence à prendre des galons et là il y a l'aspect aussi documentaire qu'il faut écrire, il faut bien présenter, tout ça c'est bien. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'éthique dans tout ça, parce que en fin de compte dans le process on revient toujours à le point central qui est garder l'intégrité de l'information. Alors garder l'intégrité, il y en a deux intégrités, l'intégrité de la source qui est le matériel sur lequel, ou la preuve sur laquelle on travaille, et l'intégrité de la personne elle-même. Quelquefois, tu rentres sur une affaire, et Jean-Pierre, tu ne vas pas dire le contraire, tu rentres sur des affaires où l'adversaire, il est assez riche. Hein. Et il a fait une grande bêtise, mais il est assez riche. Donc l'intégrité de l'humain lui-même, c'est des choses qu'on n'a pas de formation dessus. Donc tout à l'heure, on parlait sur les formations, pour revenir un peu sur notre sujet. Est-ce qu'il y a des cours, il y a des choses qu'on peut apprendre? Parce que même si je sais qu'on peut apprendre comme on veut l'éthique, c'est pas quelque chose qu'on peut faire enseigner, mais comment ça se passe? Parce que c'est un point qui est assez important. Déjà, c'est en toi. Il faut te dire que bon, si tu fais du forensic, tu dois respecter une éthique. Déjà, une des éthiques principales, c'est la loyauté de la preuve. C'est une des règles de base du droit. Donc, je ne vais pas commencer à faire des petites magouilles pour obtenir le résultat. C'est pas la fin justifie tous les moyens. C'est je dois arriver à une fin, mais je dois y arriver de façon éthique, en respectant des règles, ce qui peut des fois me gêner, parce que des fois je pourrais faire des raccourcis pour gagner du temps. Mais c'est pas dans mon état d'esprit, tu vois ce que je veux dire? C'est un état d'esprit aussi, de respecter cette loyauté de la preuve. On est en plein dans les DICP aussi, hein. Les règles de DICP, à la fin c'est P, la preuve. Comment je vais l'emmener? Je vais l'emmener de façon propre. Après, il y a un point qui est assez important, on l'avait discuté ce matin, mais pas assez, et c'est très important aussi sur la partie formation, etc., c'est le fait que la personne lui-même, d'accord, au moment où il fait cette formation, ou plutôt ce service-là, il doit respecter une chronologie, il doit respecter une manière de faire. Et le plus important pour moi, à partir de tout ça, c'est que cette personne-là,
il doit pas avoir un conflit d'intérêts, qu'il soit en civique ou en juridique. Là, si je prends par exemple le cas juridique, mais je poserai la question plutôt à Adama ou Youssef si vous avez déjà eu ce cas de figure, où je travaille sur du forensique dans une entreprise et on a un conflit d'intérêts. Ça veut dire que l'information qu'on est en train de traiter, soit c'est une assurance, soit c'est une third party, et dans cette third party, on a une connaissance, un ami, peut-être le propriétaire, on ne sait pas, mais il y a un conflit d'intérêts. Comment on gère ça? Est-ce qu'on l'accepte, on n'accepte pas? Comment on gère cette partie-là aussi? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience, juste un peu, je lance l'idée. Bon, je sais que Jean-Pierre, on a déjà eu des discussions et qu'il y a eu une expérience. Alors moi, j'ai eu plusieurs fois des expériences. Si on me nommait comme expert dans des missions où j'avais des conflits d'intérêts, première chose à faire, c'est le dire au juge d'instruction. Il n'y a rien de mal à dire j'ai un conflit d'intérêts. Au contraire, je veux dire, le juge va dire voilà, il a une éthique, il a des valeurs. Donc je disais non, mais là je ne peux pas traiter cette mission, confiez-la à un confrère parce que je suis en conflit d'intérêts économique, familial ou amical parce que tu as un ami qui est dans un dossier. Je vous donne un exemple. On me confie des ordinateurs à traiter dans une histoire scabreuse avec de la pédopornographie. Et le gars qui a commis ça, c'est un ami d'enfance avec lequel j'ai fait ma scolarité pendant des années. Donc tu ne peux pas traiter quelque chose comme ça. Tu es obligé de dire non, ça je ne peux pas, j'ai trop de contact avec cette personne pour pouvoir traiter ce dossier. Confiez-le à un autre expert. Et au niveau civique, si on a le même cas de figure, je pense que Clément a déjà eu cette expérience où on a une entreprise qui nous appelle pour faire du forensique sur un disque dur ou n'importe, et imaginons que c'est quelqu'un qu'on connaît dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a une charte des choses qu'il faut qu'on respecte, qu'on informe, etc. aussi dans le domaine forensique civique? J'ai deux exemples. Hélas, vu que la session elle est ouverte, on ne peut pas en parler. Par contre, totalement vase clos, on peut le faire. Mais il y a deux choses qui permettent déjà de le faire. Hélas, ça n'arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et comme le disait vraiment Jean-Pierre, je pense qu'il n'y a aucun mal, et surtout à être transparent, surtout si derrière ça doit quand même partir très loin. Mieux vaut le faire savoir dès le début, pour éviter toute ambiguïté, pour vraiment éviter toute nébuleuse et se dire, bon voilà, on va pouvoir travailler sereinement. Et travailler sereinement aussi, c'est quelque chose qui est très important, et tu te dis que pendant la mission que tu vas venir effectuer, tu ne vas pas être vraiment à un moment donné ou l'autre être parasité par ça. Merci. Je poserai une dernière question, après on passera à 3-4 questions. Ouais, vas-y. Ce que je voulais passer. Ouais, je viens de me rappeler, j'avais une mission assez drôle. C'était en fait une exfiltration de données. Donc c'était une exfiltration de données de l'entreprise à partir de Dropbox à l'époque. Donc le gars avait installé, donc il avait la possibilité d'avoir un compte admin installé Dropbox, et il s'avère qui a fait appel à la mission, c'est lui qui exfiltrait en fait les données. Oui, c'était le DSI en fait. C'était le DSI qui exfiltrait en fait les données. Et c'est le RSSI, bon, c'est le DSI qui a appelé pour faire une investigation. Bon, il se disait, bon, forcément, vu que c'était au Sénégal, et je dis, c'est il y a 7 ans, 8 ans derrière, donc ils se disent que bon, la majeure partie de nos investigateurs, donc ils peuvent vous déférer pour question d'adresse IP publique-privée. Moi, j'ai assisté un jour un des hauts commandants vouloir déférer quelqu'un parce qu'il avait une IP privée. Il ne savait pas faire la différence entre IP publique et IP privée. Heureusement. Ouais, donc on voit ces genres de choses arriver. La majeure partie, bon, en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, on retrouve ces genres de choses. Mais il s'avérait, bon, j'ai dit ça au RSSI, mais malheureusement, l'exfiltration de données, c'est sur le poste du DSI. Voilà. Bon, après, je me suis arrêté là-bas. Ah bah oui, moi, c'est ce qui compte pour moi. Ouais, c'est vrai. Ce qui compte. Je crois qu'on va prendre 2-3 questions.
Moi, je peux répondre sur la partie. Bon, aujourd'hui, vraiment, il y a pas mal d'outils qui existent aussi, hein. Si vous utilisez des outils commerciaux, je pense qu'il y a énormément d'outils qui existent de façon beaucoup plus facile à utiliser, facile d'utilisation. Maintenant, c'est de comprendre en fait la méthodologie. C'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, si je suis face à un téléphone portable, qu'est-ce que je fais en premier? Voilà. Est-ce que je dois éteindre le téléphone? Est-ce que je dois l'allumer? Comment je copie le téléphone? Comment je copie la data? Comment savoir qu'à telle heure, il était à tant de pourcentage de batterie? Moi, j'ai fait une investigation, c'était sur un meurtre. Moi, c'était totalement privé aussi. Voilà, donc la personne était décédée. Donc sa sœur est venue. Bon, il cherchait un hacker, entre guillemets, mais pas un investigateur. Donc le téléphone est arrivé chez moi. Donc j'ouvre le téléphone, il était totalement... toutes les données ont été supprimées, donc je mets sur Magnet parce que j'ai Magnet Axiom. Je mets sur Magnet Axiom, j'extrais les données, je récupère les données qui ont été chiffrées, je retourne sur des trucs, je vais sur les SMS. Et il s'avérait que le jour du meurtre de cette personne, à 4 heures du matin, son ex-femme l'a dit « Oui, j'arrive, tu vas voir, à 4 heures du matin, je vais débarquer chez toi. » Donc moi, je me suis arrêté là-bas. Bon, je lui ai dit, écoutez, il y a ce SMS à telle heure, à 4 heures du matin, qui dit que madame va arriver chez monsieur. Et monsieur, après, il était décédé. Bon, je ne sais pas. Je m'arrête là-bas. Je dis, il faut aller porter plainte. Et je lui ai donné les captures d'écran, etc. Donc, je pense que c'est hyper facile. Pour moi, personnellement, je trouve que l'aspect forensic investigation, je trouve c'est pour quelqu'un qui est passionné, je trouve plus facile que d'aller taper, faire du reverse engineering, taper des choses assez complexes, faire un exploit, développer des payloads, etc. Bon, pour ma part. Après, si je fais une extension juste sur ta question, Isata, c'est que, ok, on a des outils professionnels, donc forcément payants, forcément ils nous facilitent la vie. C'est tout à fait normal, c'est leur job, c'est pour ça qu'on les achète. Donc l'interface est plus simple, je ne suis pas obligé d'avoir de l'expertise technique dessus. Par contre, interpréter les informations qu'il va donner, c'est deux choses. Donc là, oui, je suis d'accord que le fait d'être expert en outillage, il n'y a pas besoin parce que je paye un service qui est le logiciel, la manette, pour pouvoir faire ça. Mais comme c'est un médecin qui nous donne avec une écriture bizarre une ordonnance, si je ne suis pas dans le domaine médical, je ne peux pas lire même le nom du médicament. Donc l'interprétation est importante. C'est pour ça que ce matin, je te disais qu'il faut des fois un sapiteur qui va venir aider l'expert sur une compétence technique particulière. Comme tu le disais, tu peux sortir tout un dossier médical. Moi, j'y comprends rien en dossier médical. Donc, si j'ai pas l'aide de quelqu'un, c'est pas possible. C'est comme un ARM. Hein. Après, tu as le vécu aussi de l'investigateur. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai été enquêteur financier d'abord, j'ai été analyste criminelle opérationnelle après, et après, j'ai fait de l'investigation forensique pendant des années. Donc là, par exemple, ça te permet d'avoir une vision transverse. Si tu me parles de documents financiers, si tu me parles, parce que derrière la cybercriminalité, généralement, c'est l'argent, hein, 6 000 milliards de dollars, hein, le coût de la cyber. Donc ça va t'aider en fonction de ton vécu, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, tu ne peux pas vraiment être efficient, comme tu le disais, quand tu as 25 ans. Parce que tu n'as pas assez de recul sur la vie, tu n'as pas vécu assez d'expérience. Moi, j'ai la chance d'avoir un peu les cheveux gris, c'est comme les sangliers, plus ils sont âgés, plus ils ont eu d'expérience. Donc grâce à l'expérience, tu te raccroches des fois à des branches. Le truc d'avoir une vision transverse, ça va t'aider aussi. Donc en fait, c'est des carrefours de compétences. Tous, on a des carrefours de compétences, et tous, on a des carrefours de compétences qui vont être différents. On va arriver finalement pratiquement au même but, mais peut-être pas par les mêmes chemins. Clément, il va prendre un chemin, moi, je vais en prendre un autre. À la fin, parce qu'à la fin, on va découvrir la même chose. Mais on n'aura pas, Adama aura peut-être une autre façon de penser, une autre méthodologie, mais on arrivera tous à la même chose. Donc, c'est pour ça que le vécu, le background, il va être important également
dans ce volet-là, quoi. Et ça tombe bien parce que c'était un peu le mot de clôture que je voulais avoir, c'est que pour chacun de vous, est-ce que vous pouvez me donner un peu votre leçon de vie d'un forensic scientist que vous êtes? Dans vos expériences de forensic, c'est quoi la leçon de vie que vous avez appris Adama, ouais, c'est mieux. D'être humble et d'être humble. Merci. Alors, pour moi, c'est un peu pareil, c'est être humble. Tous les jours, je découvre de nouvelles choses. Sur chaque dossier, je me remets en question parce que une fois, on va travailler sur de la pédopornographie, la fois d'après, on va travailler sur de l'intrusion dans un stade, la fois d'après, on va travailler sur de financier. Donc, on se remet en question, en fait, à chaque dossier. On a une méthodologie de pensée, mais cette méthodologie de pensée générale, elle va s'adapter au contexte dans lequel on va travailler. Et après, l'éthique. Je veux dire, on l'a dit, voilà, moi, si j'ai un conflit d'intérêts, je ne trouve rien de mal, comme tu l'as dit, Clément. C'est pas quand la mission elle va être commencée, que j'ai déjà travaillé un mois, que tu vas venir dire au juge ou à la personne pour qui tu travailles, ouais, mais finalement, j'ai un conflit d'intérêts. Donc, on repart tout à zéro et on a perdu tous un mois, quoi. Donc, cette éthique, elle est hyper importante, quoi. Tu peux pas faire les deux, tu peux pas être dans les deux camps. À un moment donné, tu choisis ton camp, et si tu es dans ce camp-là, c'est le camp du droit, de la justice, de l'éthique, c'est ce qu'on fait, on fait tous. Tu es obligé de... C'est une philosophie, en fait, voilà, je résumerai, c'est une philosophie de vie. Merci Jean-Pierre. Adama. Ah ouais, et rien n'est déposé au hasard. Tout ce que nous faisons, c'est tracer. Si on est ici aujourd'hui, c'est à cause des cybercriminels. Sans eux, on n'a pas ce métier, on ne serait pas ici. C'est une bonne leçon de vie, là. C'est une autre vision de voir les choses, mais c'est vrai. C'est vrai que aujourd'hui, il avait dit, dans le mot d'ouverture de Matech, où il a dit c'est avec... chaque fois, c'est un peu le fait que c'est avec le meurtre qu'on crée le job de justicier, etc. Donc oui, si on n'a pas de criminel, si on n'a pas de criminel digital, le forensic ne sera pas là. Ouais. Enfin, avant qu'on soit au chômage, il y a de la marge. Ouais, c'est vrai. Il y a déjà une pénurie dans la cybersécurité elle-même, donc partons déjà sur ce postulat, je crois, la pénurie des ressources dans le forensic, il y a matière quand même. Merci donc, Adam. C'est à cause de que nous sommes ici et que, bon voilà, l'éthique nous demande d'être ici, sinon on ne serait pas aussi ici. Et que tout ce que nous faisons, les choses ne cessent d'évoluer, d'avancer. Les mêmes questions que vous avez posées aujourd'hui, peut-être vous posez la même question dans 1 an, dans 2 ans, les réponses aussi seraient différentes parce que ça ne cesse d'évoluer, avancer, etc. Donc l'humilité intellectuelle nous demande à chaque temps d'avoir la patience et apprendre, etc. Donc, tout ce que je demande à tout un chacun de nous, bon, voilà, pour ceux qui veulent se lancer, qui sont déjà dans le domaine, ou bien pour tout ce qui veut se lancer dedans, c'est avoir un objectif et avoir la passion de le faire. Et vous verrez que ça avance. Et voilà, merci. Merci Adama. Merci beaucoup. Youssef? Pour ma part, je dirais aider les autres. Donc, aider les autres et avoir la mentalité d'un éternel apprenti. Parce que dans la vie, on n'arrête pas d'apprendre. Tous les jours, on apprend. Et soyez humble. Soyez déterminés et ayez un objectif, quelque chose
de plus fort que vous, tu vois. Et la majeure part, moi je le dis, c'est très compliqué de raconter ma vie, mais je disais à un ami, c'était un cousin, on faisait le CCNA ensemble. Donc quand il faisait tout ce qui est routing, EIGRP, etc., il commençait à s'endormir. Je dis, écoute mon frère, keep up, parce qu'un jour, tu vas vouloir t'asseoir quelque part où tu as tous tes amis qui seront là. Tu vas fermer juste ta bouche parce que tu ne sauras ni dire quelque chose dans ton domaine. Donc, sois bon dans ton domaine, sois excellent, travaille dur. Il n'y a pas quelque chose, c'est juste le travail. Hein. C'est juste le travail. Vous allez en investigation, ça se voit tout de suite. Hein. Si vous n'êtes pas compétent, vous êtes là à chercher gauche à droite. Vous ne savez pas. Vous savez pas. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il avait des problèmes de réseau. Donc, il n'arrivait pas à se connecter au Wi-Fi. Tu sais, l'expérience te donne beaucoup de choses. Ils ont changé de modem. Automatiquement, j'ai dit à un ami, parce que j'étais dans l'avion, j'ai dit, va aider l'ambassade, parce qu'ils ont du mal à se connecter. Et c'était quoi? Je dis, je ne vais pas me tromper, mais ils sont en 5 GHz, mets ça en 2,4 GHz. Et il a fait ça. C'est passé. Donc, ayez le temps d'apprendre, ayez le temps de partager et soyez vraiment humble et soyez un éternel apprenti. Un éternel apprenti. Allez, bien les choses à vous.